L'océan, il y a la hauteur en plus. Hein, quand vous vous trouvez dans un sous-marin, dans le projet en outil, par exemple, on descend, on regarde la profondeur, et à un moment, on voit 3800 mètres. Vous allez au-dessus de la tête. 3 km au-dessus, c'est rien du tout. Moi, quand je cours, j'en fais beaucoup plus que ça. Hein. Attention, là, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Depuis le niveau. 6000 mètres, c'est bien plus haut, effectivement, que le Mont Blanc. Et le plancher le plus bas, à Mindanao, aux Philippines, c'est 11 km. Donc, beaucoup plus profond que le sommet de l'Everest. Vous avez 11 km d'eau au-dessus de la tête. Vous imaginez pas ce que c'est tout noir et très froid. Mais c'est magique, hein. Quand vous avez votre grosse boule de titane qui est une nautique, qui vous amène jusqu'au fond, ou un bathyscaphe, et puis vous remontez. Donc Pélagos, on a vu, c'est la vie pélagique, c'est l'eau ouverte. Le bateau, c'est ce qu'il y a au fond. Milieu visqueux et très dense. Ça, pour un physicien, c'est important. L'accès à l'oxygène est difficile. Donc c'est très visqueux l'eau, et c'est beaucoup plus dense. En gros, c'est 800 fois plus dense que l'air, 850 fois, et 60 fois plus visqueux que l'air. Je fais ça dans l'eau, hein, je vais moins vite que dans l'air, bien entendu. Hein. Donc ça pose des problèmes pour l'accès à l'oxygène. Dans l'eau, quand vous voulez respirer, il faut ventiler sur la branchie, c'est la branchie qui est universelle depuis la nuit des temps dans l'eau. Ça coûte de l'énergie, parce que passer de l'eau sur un système qui va capter l'oxygène par rapport à. Là, ce soir, on est content d'être ensemble, on est bien, hein. On ne se rend même pas compte qu'on respire, en fait, hein. On est bien. Si on va courir, on va monter en Vélib, la montagne de Sainte-Geneviève, on va voir ce que c'est que là, on va constater une dette en oxygène, et puis on va voir que là, on respire. Mais dans l'eau, en fait, en permanence, il faut regarder, c'est très compliqué. L'accès est difficile, parce que ce liquide est très difficile à ventiler sur la branche. Ensuite, milieu continu, c'est la grande question de l'océan. Il y a un océan, alors qu'il y a des infinités du système terrestre, hein. Il y a des barrières partout sur la Terre. Une rivière, un arbre, tout ce que vous voulez. Dans l'océan, ça n'existe pas. Donc la dispersion, quand vous y mettez des gamètes, hein, du sperme ou des ovocytes dans l'océan, mais ils s'en vont dans l'eau. Puis ils se rencontrent, et puis ça fait des bébés, et puis c'est diffusé par un milieu extérieur. C'est beaucoup, bien sûr, c'est très différent en fait du milieu terrestre. Le milieu protecteur contre les rayonnements, c'est clair, quand vous avez 3 km au-dessus de la tête, c'est pas votre problème, hein, le rayonnement cosmique, il pose des problèmes sur la Terre. Lorsque la vie sur de l'eau, le premier problème, ça doit être l'ultraviolet. Quand la vie sur de l'eau, c'est terrible, le milieu est extrêmement hostile, on se cache sous des cailloux, lorsqu'on ne vit que la nuit. On est bombardé de rayonnements divers et variés, et il faut des espèces très particulières. C'est pas par hasard, c'est les premiers êtres vivants terrestres, ce sont des choses chez les animaux qui ressemblent à des scorpions, à des mille pattes, qui ont des cuticules incroyables, dont on fait partie, on peut faire des combinaisons de cosmonautes d'ailleurs. Hein. Un scorpion est capable effectivement de supporter des doses de radioactivité 800 fois plus hautes que celles que supporte l'homme. Milieu très propice, beaucoup moins propice à l'endémisme. C'est quoi l'endémisme? C'est le fait qu'on ne vit là et nulle part ailleurs. Alors, quand on a fait la mission Clipperton, on est arrivé au Mexique, on arrive il y a quelques années avec le bateau à Clipperton, et là on fait une investigation de la faune de Clipperton, et on trouve 4 mérous qui ne vivent que des poissons qui vivent que à Clipperton. Alors ils sont endémiques de Clipperton, mais quand on regarde la surface sur une carte, ça fait quand même quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés. Ça c'est le plus petit qu'on puisse avoir en mer, hein. C'est déjà très grand. Sur Terre, moi j'ai un petit coléoptère qui vit près de chez moi, à Bagnous, il vit dans une seule grotte au monde et nulle part ailleurs, 300 mètres carrés. C'est impossible dans l'océan, ça. Dans l'océan, forcément que les espèces vont être beaucoup plus cosmopolites et disséminées. On regarde par exemple l'espadon, vous connaissez bien, vous en mangez quelquefois. L'espadon, il est mondial. On n'a pas de stock d'espadon. Il y a un stock mondial, c'est le même en Patagonie, au Kamchatka, en Méditerranée, dans le nord et dans le sud. Il se balade partout. Il a 800 poissons, il peut dépasser largement les 100 km/h en vitesse de nage. Il nage plus vite dans l'eau que pour un guépard sur Terre. Il faut voir ces animaux. Hein. Les marins aussi, hein. Les grands requins océaniques aussi. Et enfin, bien sûr, n'oubliez jamais, quand on parle de l'océan, les micro-organismes. Ça, c'est fondamental. La biodiversité, c'est d'abord les micro-organismes. Nous sommes une planète bactérie, et nous serons, après la disparition de l'humain, une planète bactérie. Elles sont là depuis le début. La vie ancestrale, ce sont des bactéries, des virus aussi et des bactéries. Elles sont là partout. On a récemment fait une manip, on a foré, avec les gens de l'Ifremer, on a foré donc 3,5 km d'océan au sud du Groenland. On a attaqué les basaltes. À 1600 mètres au sein de la roche, vous avez des bactéries vivantes. Il n'y a aucun endroit sur la Terre où il n'y a pas de bactéries, sauf les laves de l'eau. Elles sont partout. On est couvert de bactéries. Et je vous rassure, on est bon quand même, c'est pas un souci. Hein. On ne peut pas s'en passer de ces bactéries. Il y a à peu près 1000 fois plus de bactéries dans et sur un corps humain que de cellules humaines. Donc chaque corps humain, c'est une ode à la biodiversité. Hein. Et l'océan, ça c'est une goutte de mer à Bagnous, où est mon laboratoire. Donc vous avez ici, vous avez des amibes, différents protozoaires, des millions de bactéries et des milliards de virus dans une goutte d'eau. Vous allez nager, là, on avale un peu d'eau, hein. Vous les avalez, mais vous êtes beau quand même, c'est pas un souci. Hein.
On vit dans la diversité biologique. L'ensemble de la vie, donc, première image très émouvante, ça, cette image, elle me plaît beaucoup, elle a été faite en Australie, c'est un fossile qu'on a au muséum, c'est le plus ancien être vivant connu, une colonie de cyanobactéries dans les stromatolites en nord de Perth, en Australie. Et je vous ai mis la même que j'ai pu ramasser dans la flaque d'eau en venant tout à l'heure, au CNAM ici. Elles ont presque 4000 millions d'années de différence en âge et en évolution. C'est les mêmes. Ça veut dire que vous avez une stabilité extraordinaire. Elles ont évolué, bien entendu, elles ne sont pas exactement pareilles, mais ce sont des cyanobactéries. Elles sont là depuis la nuit des temps. Combien d'êtres vivants apparus dans l'océan? Et les premières à sortir de l'océan vers 800 millions d'années aussi. Et c'est intéressant parce que ces cyanobactéries sont partout et elles vont inventer un fabuleux système, il y a 3,5 milliards d'années, que vous connaissez sous le nom de photosynthèse. Ça, c'est encore c'est le miracle. Sans photosynthèse, il n'y aurait pas eu de vie. Hein. C'est quoi la photosynthèse? Il faut de l'eau, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'eau. On revient à l'eau. Hein. Dans l'eau, avec de l'eau, avec la lumière du soleil, gratis, ça c'est le cadeau des dieux, hein, le soleil nous éclaire, c'est bien. Le CO2, qui nous embête tant, on ne sait pas encore en faire. Vous produisez en contrepartie de l'oxygène, des sucres, et vous allez gagner. Tout part comme ça. Et c'est parce que ces êtres vivants ont inventé ça à cette époque-là, qu'un jour, une fois l'océan saturé en oxygène, il sortira l'oxygène, ça c'est de la physique, c'est pas de la chimie, de la biologie, et piégé par l'atmosphère terrestre, par la pesanteur, il constituera l'atmosphère qui, bien plus tard, permettra aux vivants de sortir des océans et de s'installer sur la Terre. Et quand on dit en fait, la Terre est très riche comme planète en oxygène, au moins anormalement riche, on pourrait dire, alors on dit, mais c'est pour ça que la vie est apparue. C'est exactement l'inverse. Si la Terre est si riche en oxygène, c'est parce que la vie a produit l'oxygène dans l'océan, et après la laissé sortir. Donc c'est pas un préalable, hein, ça se passe dans l'autre sens. Premier événement dans cet océan, l'apparition du noyau. Donc de grosses cellules, beaucoup plus grandes que les bactéries. Chez les bactéries, l'ADN est libre dans le cytoplasme. Là, vous avez une très grosse cellule, il y a un noyau. Là-dedans, l'ADN se condense sous forme de chromosomes. Et pratiquement au même moment, vers 2,1 milliard d'années, vous avez des bactéries qui sont à l'extérieur, qui sont capturées par ces grosses cellules, qui s'installent à l'intérieur, qui ne sont pas digérées. Et ce que ça s'appelle des symbiotes, c'est la symbiose, hein, on s'installe dans la cellule. Et vous avez ce qu'on appelle les mitochondries, des petites cellules à énergie pour la cellule, dedans, avec leur propre petit ADN. Et pour nous, c'est génial, les mitochondries dans les cellules, parce qu'elles viennent que de la maman, exclusivement origine féminine. Oh, c'est génial. On peut faire de la génétique uniquement sur les lignes maternelles. Et vous avez des places, plus tard, qui sont des bactéries capturées. Et comme les bactéries savaient faire les cyanobactéries, la photosynthèse, et bien dans ces grandes cellules, comme elles ont des places, elles savent faire la photosynthèse. Et tous vos végétaux, vous connaissez bien, toutes les plantes vertes que vous adorez, utilisent ce système depuis le début. Donc, premier événement, la grosse cellule qu'un noyau. Ensuite, la capture de ces organiques, ici, dedans. Troisième événement, la pluricellularité. Gisement au Gabon, on est l'an dernier, en 2011, dans Nature, en juillet, une équipe française de Poitiers et de Paris, du muséum, publie un papier où ils disent que sur une signature de gisement du Gabon, ils auraient une preuve irréfutable de l'existence du pluricellulaire. Ça veut dire qu'au départ, vous avez des cellules isolées dans l'océan, bien sûr, c'est très primitif, hein, des bactéries, autre chose, ou des levures, par exemple, hein, et elles vont s'agréger un jour pour faire des tissus, des organes et des organismes. C'est-à-dire, un humain, tous ensemble, là, c'est au moins, au bas mot, 200 milliards de cellules. Toute partie de la seule union. N'oubliez pas, tous on sort de ça. Hein. On est tous issus d'un ovocyte de la maman, énorme cellule, avec un ridicule petit spermatozoïde du papa, et un qui est rentré, les deux unissants arrivent à produire aujourd'hui ces 100 milliards de cellules, aussi différentes qu'un neurone du cerveau, une cellule gliale, un globule rouge, un globule blanc, une cellule musculaire, ou une cellule de foie. Elles sont totalement différentes, mais toutes viennent du même système ancestral. N'oubliez jamais ça. Hein. C'est un des plus beaux miracles de la recherche fondamentale, et on ne comprend pas tout. Hein. Comment, à partir de cette première union de zygote celle-là, ancestrale, vous arrivez à faire des trucs comme ça, avec des complexités comme ça. C'est super intéressant. Et dernier élément, le quatrième, c'est le sexe. Ah, le sexe. Vous savez que c'est génial, le sexe. C'est super embêtant, mais c'est génial, en fait. Et ce sexe permettra une chose fabuleuse, sans aucun dessein intelligent. On est bien d'accord, il n'y a pas un truc qui a été inventé par quelque chose pour faire le sexe. Le sexe, c'est le fait que deux cellules échangent du matériel génétique de l'une à l'autre. Et ça commence chez les bactéries, le sexe. Hein. Alors, le sexe chez les bactéries, c'est pas, vous n'avez pas horrible. Hein. Il y a une bactérie A, une bactérie B, il n'y a pas de garçon et de fille, hein, et il fait ce qu'on appelle un transfert latéral des gènes. On échange un bout d'ADN d'une cellule à l'autre. C'est extrêmement puissant, ceci, pour nous permettre de mieux réagir aux agressions de l'environnement. Et après, bien sûr, il y aura des garçons et des filles, hein, chez
animaux, et cette sexualité est fondamentale. Et on a plein de questions aujourd'hui qui ne sont pas évidentes au niveau de la réponse. Pourquoi le sexe? La question. Chez les champignons, il y a 100 sexes différents chez les champignons. Vous vous reproduisez avec tout ce qui n'est pas votre clone, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'insectes, de poissons, de grenouilles qui se débrouillent très bien sans garçons. Il n'y a que des filles. Hein. Les garçons tout seuls ne savent pas faire grand-chose. Hein. Les filles, ça marche. Et en fait, elles font du sexe. Elles n'en font pas. Donc, ces femelles sont des clonages de la maman. Les bébés grenouilles ou poissons ou phasmes chez les insectes, ou bien, sauterelles, sont la copie de la maman. Et quand ça va mal, on fait venir des garçons. On fait des mâles. Et quand ça va mal, il faut réagir à l'agression du milieu qui change. Et là, on fait des garçons pour justement échanger du sexe et de matériel génétique. Et c'est Claude Combe, un des grands spécialistes des parasites, qui nous dit en fait que, à la question pourquoi est-ce que la nature tolère les mâles, c'est une vraie question. Hein. Ils ne servent à rien, ils bouffent tout le temps, ils prennent de la place, ils se battent tout le temps les mâles. Hein. Et bien simplement, vous savez que la meilleure réponse qu'on a trouvée à une question comme ça, c'est le meilleur système que le vivant ait trouvé pour nous débarrasser de nos parasites. Quand vous avez un parasite qui a trouvé une parade pour s'installer dans la grotte, si vous faites du clonage, c'est foutu, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Si vous mélangez effectivement de l'ADN, vous faites de nouveaux systèmes qui vous permettent de trouver la parade face au parasite et de vous en débarrasser. Bon, vous voyez, chez l'homme, c'est différent, moi je veux bien. En tout cas, globalement, c'est vrai que c'est une vraie question, en fait. Donc, ces 4 éléments essentiels pour le vivant existaient dans l'océan, et quand la vie sont dans l'océan, tout ça existait déjà auparavant. Donc, on est à 450 millions d'années, et là, la vie sont des océans, des plantes, d'abord des plantes. Alors, vous avez d'abord des végétaux qui s'installent, très primitifs, hein. N'imaginez pas des belles fleurs, hein. Ce sont des gymnospermes, vous avez des fougères, vous avez des mousses, vous avez des cicadas, des choses comme ça. Et puis, le vivant animal qui sortira d'eau se cache là-dessus, pour se protéger justement contre ces rayonnements cosmiques que j'évoquais. Alors, quelle bestiole, hein, des scorpions de 2,50 m, vous imaginez ces bestioles. Ça, c'est un limpin, l'arbre-blanc, il fait 2 mètres. Alors, je vous rassure, ces trucs-là passeront pas à la 3e grande crise d'extinction. Donc, c'est ce qui s'installe dans les forêts du Carbonifère, on voit la vie exploser. Et à la question pourquoi la vie sort de l'eau, il n'y a pas de réponse. C'est pas une question scientifique, ça. Elles sont de l'eau, la vie, parce qu'elle ne manque pas la vie, en fait, à l'homo sapiens d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a aucune raison scientifique de répondre à une question comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas un homme bête sur la tête de l'eau qui regarde les beaux écosystèmes que j'ai en face de moi sur la Terre, je vais sortir. En plus, il y a des grosses dents qui la poussent, alors ça ne se passe pas comme ça. Hein. On est rejeté par une vague sur la plage. Pendant des centaines de millions d'années, prenez une méduse, elle est rejetée sur la plage. Regardez une méduse qui est sur la plage. Soit il y a une vague salvatrice qui la reprend dans les 3 minutes qui arrivent et qui la ramène à l'océan, soit elle est foutue, elle se fait terminée. Ça s'est passé des milliards de fois et les méduses sont toujours pas sorties de l'océan. Elles sortiront jamais. À l'inverse, par hasard, dans l'océan, il y a à peu près 570 millions d'années, un petit peu avant ça, vous avez 2 groupes chez les animaux. Les arthropodes, hein, on est crustacés d'époque qui deviendront plus tard les insectes, et les vertébrés, les vrais poissons, qui inventent un nouveau système. Leur sang n'est plus de notre mère. Il est comme vous et moi, 300 000 ossements, la tiers de l'océan. Et là, vous voyez ces systèmes qui un jour sortiront de l'océan. Pourquoi? Parce que quand il est rejeté sur la plage, il arrive à s'en sortir. Et prenez un crabe chinois. Un crabe chinois, ça paraît rond tout con, un truc comme ça qui court sur la plage. C'est génial, en fait. Hein. Il vit dans le mer, profond et pas profond. Il vit dans les estuaires, très bien, vous n'avez pas peur, l'eau saumâtre. Il vit dans les rivières, il prend de douce. Il court sur le sable, il grimpe aux arbres. C'est magique, ça. Et voilà comment la vie sort de l'eau, en fait. Hein. C'est parce que par hasard, bien avant, sans aucun dessin du tout, des groupes zoologiques qui sont les arthropodes et les vertébrés inventent un système avec un sang qui n'est plus de notre mère. Donc à la question pourquoi la sort de l'eau, je n'ai pas de réponse. À la question pourquoi au début il n'y a que 2 groupes qui réussissent, là j'ai la réponse de physiologiste à cette question, bien sûr. Hein. Alors regardez comme la vie est plastique, je prends le cas des baleines. Hein. Vous avez mis ici un crâne de pré-baleine, 55 millions d'années, et là on est à un dauphin actuel. Alors à quoi ça ressemblait? Et c'est Demison, qui est le spécialiste des baleines au muséum, qui nous dit pour faire une baleine, c'est simple. Vous prenez un truc qui ressemble, je sais pas, à un loutre ou un chien, comme ça, hein, d'accord? Vous mettez les doigts dans les trous de nez, vous tirez vers le sommet du crâne, vous ramenez les trous de nez au sommet du crâne et vous avez fait une baleine. Et c'est ce qu'a fait l'évolution sur à peu près 35 millions d'années. Regardez ce crâne, comment il a évolué ici. Alors voilà, ça s'est passé par des étapes intermédiaires, ça c'est les Pachycetus, les Ambulosaurus, les Rhodocétus. Vous avez les grands Basilosaurus ici de 30 millions d'années. Récemment, on expose à la galerie du muséum depuis quelques jours l'archéocète 17 période du Pérou qu'on a installé maintenant là-bas. Et puis vous avez à la fin le flipper, le dauphin actuel. Vous voyez comment la vie plastique, la vie sort de l'eau, s'installe longtemps sur la Terre et un jour elle repart à l'océan. Encore une fois, sans aucun dessin. Mais ça s'est produit après la fin physique des dinosaures. On ne pouvait pas faire ça quand il y avait des... Non, quand je pose souvent la question à mes collègues paléontologues, est-ce que les mammifères sont contemporains des dinosaures? On ouvre la semaine
muséum, venez, une très belle expo qui va s'appeler les dinosaures géants. On a des fabuleux squelettes que vous allez voir dans la Grande Galerie de l'Évolution à partir de la semaine prochaine, au mois d'avril. Donc, et on raconte des très grands dinosaures. Je ferai une conférence d'ailleurs au muséum sur comment ces animaux commençaient à thermoréguler. Ils inventent pour la première fois un corps avec une température contrôlée. Ça, c'est génial. Donc, quand ces bêtes-là ont disparu après la 5e grande crise d'extinction, 65,5 millions d'années, l'océan est ouvert et on voit développer dans l'océan les grandes baleines. Et qui fournissent les animaux les plus grands qui aient jamais vécu sur la Terre. La grande baleine bleue, elle est contemporaine des hominidés, elle a 3 millions d'années, elle est très récente. Hein. On la massacre. Enfin, n'importe quoi avec. Donc c'est vrai que les questions à son réellement posées sont intéressantes. Alors, l'océan, extrêmement stable en composition. C'est tellement stable l'océan que les physiciens et chimistes ont déposé à Copenhague un grand cylindre, c'est l'univers du monde. Vous imaginez ça, pas un morceau de terre, hein, la terre du monde, on ne va pas faire ça. Même une rivière, toutes les rivières sont différentes les unes par rapport aux autres. Là, on a un bout d'océan. C'est une mer capturée au son de l'océan Pacifique, qu'elle a même partout. Et ça, donc, c'est l'océan avec une composition. Si vous êtes chimiste, si vous regardez le tableau donc, de Mendeleïev avec les éléments de la Terre, il y en a 62 là-dedans qui sont dans le monde de mer en permanence. C'est très rare. Hein. Est-ce qu'il y a de l'or dans l'océan? Oui, il y a de l'or. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de l'or aussi dans l'océan. Donc, et bien sûr, la grosse majorité, c'est des chlorures de sodium et chlorure, qui font pratiquement, à eux seuls, qui font déjà plus de 80% de la composition, en fait, de notre mer. Donc ça, c'est fondamental. Très stable, depuis toujours. Alors, les humains, maintenant, vivent au bord de la mer. Ça, c'est chez moi, là, dans le pays catalan, c'est le petit village d'Argelès-sur-Mer, le port de la Cour, et là, vous voyez les humains s'installent. Et cette délicieuse frange, très délicate, qui borde des océans, et qui la transition entre continent et océan est extrêmement abîmée par l'humanité aujourd'hui. On adore y aller. Je n'ai pas à y aller, j'habite au bord de la mer. Je ne vais pas dire que c'est pas bien d'y habiter. Hein. Le problème, c'est qu'on fait énormément de dégâts. On pollue, on détruit, on transforme. Et aujourd'hui, dans 20 ans, on estime que les 3 quarts des humains habiteront au bord de la mer. Cherchez les grandes villes du monde qui sont pas au bord de la mer. Il y en a très peu. Paris est un cas rare. Paris, Chicago, Moscou, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan. On est Rio, LA, San Francisco, Tokyo, Calcutta, Bombay, tout ça c'est au bord de l'océan, bien sûr. Hein. Donc l'humain il y a y être. Le problème c'est que cette frange entre océan et continent est très particulière. Parce que l'eau salée qui est là a la salinité de votre sang. Et voilà pourquoi ce qu'on appelle le somate, c'est un mélange de l'océan et de mer. Et voilà pourquoi les êtres vivants marins adorent ces zones. On va faire des bébés dans la zone littorale. Parce qu'il n'y a pas de gradient en fait. On a une salinité intérieure qui est celle de l'eau autour. Il n'y a pas de problème de flux, en fait. Il y a des échanges, mais il n'y a pas de gradient, il n'y a pas d'énergie à avoir. Alors qu'en mer, c'est compliqué. En mer, l'eau est très salée, le corps des poissons est beaucoup moins salé. En rivière, c'est l'inverse. La rivière est très peu salée, et le corps des poissons est salé comme le vôtre. Votre sang est un petit peu salé, à peu près un quart de mer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut y réfléchir. Et ça, c'est vrai que ça crée des questions tout à fait particulières pour ces systèmes. Voilà la plage de Malou cet été. J'ai fait la photo là, il y a un mois, hein, à la fin du mois d'août de mois. Et ça, c'est l'eau sacrée sur les plages en Méditerranée. Le village d'Argelès-sur-Mer, 10 000 habitants l'hiver, 300 000 à la fin du mois. Alors ça, c'est pas sans poser des problèmes, j'imagine. Pour venir à la plage, il n'y a pas de souci. Alors là, évidemment, je n'ai pas de mesure à faire, mais si je mesure les bactéries, les streptocoques fécaux dans la flotte, je vais vous les trouver, hein, c'est pas un souci. Hein. Donc c'est vrai qu'on est sur des systèmes très intéressants où l'humain va se mettre dans des conditions très particulières. Et cette transhumance de l'humain vers la côte, dans les zones estivales, bien sûr, durant la période estivale en Europe, est intéressante. Le maire d'Argelès me dit j'ai 150 000, 200 000 emplacements de camping dans ma commune. C'est pas évident à gérer des choses comme ça, bien sûr. Hein. Alors, l'eau de mer est très particulière parce qu'elle contient en fait des espèces vivantes qui sont uniques. Là, je vous ai mis, alors, tous les animaux ont été divisés, l'humain aime bien faire des classifications, il adore ça. On classe tous les animaux en 33 grands groupes, qu'on appelle des phyla. Un phylum, des phyla. Et bien sur les 33 grands groupes, 12 n'ont jamais quitté l'océan. Ces animaux sont apparus dans l'océan ancestral et n'en sont jamais sortis. Il n'y a aucun groupe apparu sur Terre. Tous les groupes sur Terre sont d'abord apparus dans l'océan. Donc certains vont sortir de l'océan, d'autres sortiront jamais. Alors, vous me direz, ils sont compliqués, vos trucs, vous connaissez certainement, vous connaissez les oursins, les cunissiers, mais qui connaît les cyproculiens, les kétoniates, ou ici les clénozoaires. Donc, ce sont des groupes, les oursins, par exemple, les étoiles de mer, hein, 14 000 espèces aujourd'hui connues, un peu plus, sont exclusivement marins. Jamais en 570 millions d'années, un oursin ou une étoile a pu sortir de l'océan. Et ça, là, je peux vous dire pourquoi. Dès qu'il met un pédicule dans une eau saumâtre,
il se fait envahir par l'eau de la rivière, bien sûr, il explose. Donc ça veut dire qu'il va rester dans l'océan. Il n'y a pas de stratégie pour sortir. Et qui sortira? Les arthropodes, on a vu, hein, les crevettes, les premières, des poissons, et plus tard les mollusques terrestres, hein, les escargots, sur la exemple. Mais ils sortent qu'au Permien, bien après les arthropodes et les poissons. Donc là, vous avez toute une série de groupes qui sont exclusivement écrimarins. Donc c'est intéressant pour nous aujourd'hui, on a l'histoire du vivant dans l'océan. Les groupes, par exemple, qui font des brachiopodes, qui ressemblent un peu à des coquillages. Il y en avait 12 000 durant l'ère primaire, plus de 12 000 fossiles connus, il en reste 740 aujourd'hui. Ça groupe 27 ans. Et le groupe ne sortira jamais de l'océan, il ne peut pas, il ne sait pas. Alors vous avez des groupes bizarres, donc ce truc-là, c'est fabuleux. Les Xenoturbellidae sont des bestioles qui vivent sur les dents de l'homard en Norvège. Il fallait trouver ça. Hein. Il n'y a que l'humain pour trouver des trucs comme ça. Donc c'est un truc qui vit sur les dents. Alors en plus, on a trouvé en Norvège, je suppose qu'il y en a aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie. Hein. Donc des groupes très particuliers, avec 2 représentants pour un groupe, c'est bien sûr très particulier. Groupe de l'océan. Alors maintenant, la question qu'on pose, c'est pourquoi cette différence en nombre d'espèces dans l'océan par rapport au continent, bien entendu. C'est une vraie question. Et bien c'est une belle histoire, en fait, une des hypothèses actuelles pour expliquer ça. D'abord, c'est la stabilité. Je répète, l'océan est très très stable depuis longtemps, donc c'est pas propice ça à faire des espèces nouvelles. On fait des espèces qui vivent très longtemps. Et le corollaire de ce que je dis là, ça il faut que je démontre encore au travail dessus en ce moment, c'est que les espèces marines vivent beaucoup plus longtemps que les espèces terrestres. Vous savez qu'un animal terrestre, un oiseau, un lézard, un papillon, en gros c'est 2 à 3 millions d'années. L'homme, ce sera 2 à 3 millions d'années, donc on va arriver au bout bientôt. Hein. Ça dépend quand est-ce qu'on commence, évidemment. Au moins, Billy, c'est 2-5 millions d'années en Afrique. Et Lucie, donc on arrive à des choses assez anciennes. Et puis ensuite, dans l'océan, on trouve des fossiles facilement sur 7-8 millions d'années, avec des coquillages eux-mêmes durant des très longues périodes. On vit beaucoup plus longtemps dans l'océan que sur les continents.